Ça se comprend sur CNews, un thème d'actualité que l'on décortique ensemble pendant près de 40 minutes aujourd'hui. Le sort des jeunes délinquants, quand ils ont moins de 13 ans, ils ne seront plus poursuivis. C'est ce que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé ce matin dans une interview à La Croix. On verra dans un instant si c'est vraiment nouveau, ce que cela peut changer. En tout cas, les réactions politiques n'ont pas manqué. Décision gravissime, déni de réalité pour Valérie Pécresse ou encore Rachida Dati. Les détails avec Jeanne Cancard. Un jeune de moins de 13 ans est-il responsable pénalement? La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, veut instaurer un seuil en dessous duquel le délinquant ne sera pas poursuivi. Nous proposons de clarifier les choses et d'instaurer une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans. Cette présomption pourra être remise en cause, le cas échéant au cas par les juges, en fonction de la maturité des jeunes qu'ils continueront à apprécier. Une mesure incompréhensible pour certains. Ça va à l'encontre de la réalité. Ouais. Tous les jours, l'actualité nous rappelle que nous avons des délinquants de plus en plus jeunes, qu'il est nécessaire de prendre en charge. En France aujourd'hui, l'auteur d'infractions de moins de 13 ans écope d'une mesure éducative si le juge le considère comme capable de discernement. Avec cette réforme, les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis, mais seront pris en charge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Il n'y a pas de sanction pénale en dessous de 13 ans. Ce qui importe donc, aujourd'hui comme demain, c'est qu'on apporte une réponse qui prenne en charge ces jeunes. La plupart des pays européens imposent déjà un seuil d'irresponsabilité pénale. 12 ans aux Pays-Bas, 14 en Allemagne ou encore 16 en Espagne. Combien y a-t-il de délinquants de moins de 13 ans en France? Faut-il les poursuivre? Peut-on être responsable pénalement avant l'âge de 13 ans? Et puis la prison est-elle la solution pour les mineurs délinquants plus généralement? Je vais poser ces questions à mes invités. Michel Bernard-Requin, bonjour, bienvenue. Vous êtes magistrat honoraire, ancienne présidente de cour d'assises. Denis Jacob, bonjour, bienvenue, secrétaire général Alternative Police. J'accueille également David Xavier Weiss. Vous êtes maire adjoint Les Républicains de Levallois-Perret, délégué à la jeunesse. Bonjour et bienvenue. Et Stéphane Jacot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes juriste, engagé auprès de La République En Marche et auteur de Pardonner l'irréparable aux éditions Salvator. Je voudrais qu'on commence par le constat. Combien il y a de délinquants de moins de 13 ans en France aujourd'hui? Nicole Belloubet, dans l'interview donnée à La Croix, parlait de 2000 mineurs délinquants de moins de 13 ans qui seraient concernés par cette réforme. D'abord, peut-être un constat autour de ce chiffre. Est-ce qu'il vous semble sous-évalué? Denis Jacob, je commence avec vous. Non, il n'est pas sous-évalué parce que ce sont les chiffres 2018 du ministère de la Justice. C'est très exactement 2098 mineurs de moins de 13 ans qui ont été présentés à un juge et qui représentent une augmentation de 4,7% de la délinquance des mineurs de moins de 13 ans sur la période 2016-2017. Donc, on a une augmentation de cette délinquance des mineurs de moins de 13 ans et à contrario, on a une baisse de la délinquance des mineurs des 13-15 ans et des 15-18 ans. Donc, c'est une fausse bonne idée. Et puis en plus, et d'ailleurs la ministre le dit elle-même, de toute façon, ils ne sont pas condamnés. Puisque nous, policiers sur le terrain, la seule chose que l'on peut faire, c'est une retenue, mais après accord du magistrat, parce qu'on ne peut pas le faire d'initiative, et de toute façon, il n'y a pas de sanction pénale. Donc, ce qui existe déjà, c'est pas une nouveauté, ce qu'elle nous annonce, Madame Belloubet. La garde des Sceaux justifie effectivement cette décision par une mise en conformité avec plusieurs conventions internationales. La France les avait signées et il fallait se mettre en conformité. C'est le discours. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai qu'on a une injonction de devoir se mettre en conformité, mais le choix du seuil de 13 ans, c'est elle qui l'a fait, ce choix. On aurait pu très bien pu à 12 ans, comme certains partenaires européens. Ouais. Et déjà à 12 ans, c'était un autre signal qui était envoyé. Quant au chiffre de 2000, oui, c'est vrai, on est à peu près plus de 2000. Oui. Mais combien de jeunes et dans combien de cas on a dissuadé les victimes de ces jeunes de porter plainte? Ils passent sous les radars, c'est ça? Ça passe sous les radars. Il y a plein d'affaires pour lesquelles on déconseille parce que ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout. Si vous faites arracher votre portable par un
gamin qui dit avoir 12 ans, vous n'allez pas aller jusqu'au procès. Donc on décourage, y compris des victimes, et c'est un très mauvais signal envoyé pour les victimes. Je vais vous donner la parole, Stéphane Jacot, évidemment, mais j'aimerais entendre la magistrate Michèle Bernard-Requin. Est-ce qu'effectivement, il y a ce sentiment d'impunité qui peut se développer chez certains mineurs délinquants de moins de 13 ans, parce qu'ils se disent, tant que je n'ai pas passé le seuil des 13 ans, je peux faire ce que je veux, je ne serai jamais condamné. Non seulement chez eux, mais chez ceux qui les instrumentalisent, dans les bandes notamment, qui organisent le trafic de drogue à certains endroits et qui prennent bien garde de prendre un tout jeune de moins de 13 ans pour effectuer certains actes parce qu'ils savent que celui-là échappera. Alors, la décision de la ministre, à la fois ne change rien et change quelque chose. Elle ne change rien en ce sens que, avant même les ordonnances dont il est question, le mineur de moins de 13 ans ne pouvait pas faire l'objet d'une peine. Il ne pouvait pas aller en prison. Il ne pouvait pas faire l'objet d'une coercition répressive. En revanche, il pouvait faire l'objet d'une assistance éducative, le juge des enfants ayant la double mission de s'occuper parfois de sanctionner, mais parallèlement et surtout, l'ordonnance de 45, c'est son esprit, d'éduquer d'abord, assistance éducative d'abord. Donc, son sort, ça ne change rien. Et en même temps, donc ça ne change rien pour le mineur. En même temps, ça change tout, parce que ça veut dire que désormais, en dessous de 13 ans, il y a une présomption d'irresponsabilité pénale totale. Or, on peut s'interroger sur le point de savoir si le mineur qui a aujourd'hui 12 ans et demi est le même que celui qui avait 12 ans et demi en 45. Stéphane Jacot, déni de réalité, voilà ce que disaient Valérie Pécresse, Rachida Dati, et je pense que vous êtes sur cette même ligne. Qu'est-ce que vous répondez à cette Déjà, je pense qu'il faut planter le décor. Il s'agit d'une proposition. Elle est interviewée par la Croix. On lui demande comment elle compte réformer la justice des mineurs. La ministre donne son point de vue. Oui, je ne pense pas qu'elle le fasse par hasard. On ne va pas échapper à une discussion, à un débat parlementaire, même si ça ne va pas être voté. Mais il va y avoir bien évidemment un débat parlementaire sur la question. Quand j'entendais tout à l'heure que la victime, même si on peut la dissuader, parfois, je ne sais pas, moi c'est pas ce que j'ai pu comprendre, mais si on la dissuade de ne pas porter plainte, il s'agit là bien évidemment de poursuivre civilement. Enfin, il peut y avoir une indemnisation de la victime. La victime, ça ne changera rien de ce côté-là. De prendre en compte la victime. Sachez-le. Mais sur le signal que ça envoie, parce que c'est ce que vous disiez, ça envoie un mauvais signal. Le signal qui est envoyé, le signal est délétère. Ça veut dire qu'on donne, on dit finalement, vous pouvez utiliser des enfants pour des réseaux. Il y a effectivement le deal qui existe dans certaines cités. Il y a aussi, si vous avez place de l'Opéra, tous les trafics qui ont lieu, qui ont trait avec certaines communautés qui utilisent des enfants pour faire du pickpocket. Et on le sait, et ça donne une très mauvaise image de Paris et du tourisme à Paris. Voilà, il y a tous ces éléments, tous ces signaux très mauvais que l'on envoie. Et finalement, ce débat tombe à point nommé, parce qu'hier, on demandait finalement à Gérard Larcher, et Gérard Larcher devait demander, comme Bruno Retailleau, de finalement faire un geste aux parlementaires LR, de dire finalement, essayons de voter la confiance au gouvernement Édouard Philippe. Il y a des moyens, il y a des voies de passage, il y a des moyens. Finalement, on revoit bien qu'il y a une différence entre LR et LREM, entre la droite et la gauche, entre une vision laxiste et une vision plus répressive. Stéphane Jacot, je suis un ancien secrétaire comme vous d'ailleurs, je suis un ancien secrétaire national des Républicains, et on ne peut pas reprocher une chose à la ministre, en partie à la majorité, c'est de s'intéresser au parcours des mineurs. Croyez-vous que ces 2000, ils sont 2000 aujourd'hui, qui ont été poursuivis, croyez-vous que ces gamins sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche? Non. Regardez ces parcours cassés. Je peux vous le dire, j'ai été élu dans les Hauts-de-Seine. J'ai été moi-même enfant de cité. Je suis orphelin. J'ai grandi dans cet univers. Et je peux vous assurer que je suis content, parce que je suis l'un des seuls à m'en être sorti. Je suis content également qu'on puisse s'intéresser exactement à cette jeunesse qui est oubliée de la République. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Mais j'en doute pas. Et alors, est-ce que c'est le bon seuil? Je vous donne la parole tout de suite, Denis Jacob. Est-ce que c'est le bon seuil, 13 ans? Ou est-ce que finalement, ce que disait Michèle Bernard-Requin, est-ce que finalement les jeunes de 12 ans et demi aujourd'hui, quelques-uns, peut-être pas si nombreux, mais quelques-uns, sont des délinquants multirécidivistes. Donc est-ce que c'est le bon seuil? 13 ans, c'est un enfant.
13 ans, c'est une jeunesse qui mérite la protection. Je vais donner la parole au policier, Denis Jacob. Moi, j'entends beaucoup de choses. Après, il y a un débat politique. Moi, je suis policier, je représente mes collègues. Enfin, sur le terrain, on est de plus en plus confrontés à de jeunes délinquants en dessous de 13 ans. Et on a un véritable problème de ces enfants-là. Il ne faut pas dire parce que c'est un enfant, c'est forcément un ange. Il y a une question de respect de l'autorité de quelque nature que ce soit. On en parlait tout à l'heure en coulisses avec madame. L'autorité parentale, la responsabilité des parents, l'éducation, le respect des institutions. Regardez le nombre de violences scolaires que l'on a aujourd'hui avec des enfants de moins de 13 ans. Donc ça, c'est le constat. La solution, ce serait quoi pour vous? Est-ce qu'il faut poursuivre les délinquants de moins de 13 ans? Il faut une réforme en profondeur de l'ordonnance de 45 et pas uniquement pour les mineurs de moins de 13 ans, d'une manière générale, parce que vous avez aussi cette situation où vous pouvez faire n'importe quoi quand vous êtes mineur, vous ne risquez rien, et quand vous avez 18 ans, on remet le compteur à zéro, et tout ce qui s'est passé avant, on oublie. Donc je ne dis pas qu'il faut tenir compte du passé pour sanctionner plus fermement quand on est adulte, mais on ne doit pas occulter qu'il y a eu une jeunesse délinquante. Oui, mais vous poussez le curseur jusqu'à 18 ans. On peut être, vous allez me contrôler peut-être, mais on peut être placé en garde à vue à partir de l'âge de 16 ans, c'est ça oui, en France, oui, mais bon, il y a des conditions. Et incarcéré. Il y a des conditions particulières. Voilà, vous avez, des protections, Madame est magistrate, donc elle pourrait mieux répondre que moi. Mais par exemple, pour les 16 ans, il faut que c'est une garde à vue de 24 heures, il faut que ce soit un délit d'au moins de 5 ans. D'accord, il y a un certain nombre de conditions. 13 ans, 16 ans, 18 ans. Michel Bernard-Roquin. Ce que je voulais dire en vous entendant, c'est que vous avez à la fois tort et raison. Il est évident que la plupart des mineurs délinquants qui sont dans les centres d'éducation fermés, par exemple, ou qui sont parfois dans le quartier des mineurs en détention, n'ont pas eu toutes les chances que la plupart d'autres ont eu dans l'existence. Mais cette culture de l'excuse, elle est un petit peu dangereuse. Je m'explique. Il y a eu aussi le rapport du citoyen et des institutions. C'est-à-dire qu'actuellement, un mineur de 10 ans, même de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il voit que ses parents ne respectent plus ses professeurs. Il voit que lorsqu'il vient en classe, s'il y a un chahut phénoménal, le professeur passe 3/4 d'heure à rétablir l'ordre et n'a plus que 20 minutes pour donner son enseignement. Il voit que si les parents vont à l'hôpital et ne sont pas contents du médecin, ils s'en prennent à l'hôpital. Il voit que le juge des enfants, j'ai vu des mineurs, ça commençait déjà il y a quelques années, faire un bras d'honneur en sortant du tribunal pour enfants, parce qu'on leur avait dit remise à parents, alors que c'était la 15e fois qu'ils commettaient des infractions. Donc, si vous voulez que la prison puisse être, la prison ou le centre d'éducation fermé puisse être un facteur de récidive, ça n'est pas, je ne dis pas non, mais le plus grand facteur de récidive, c'est le sentiment d'impunité. Si vous avez la certitude qu'il vous arrivera rien, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas recommencer le lendemain. Je me souviens, j'interrogeais les prévenus très très vite. J'interrogeais les prévenus, je disais, monsieur, avez-vous déjà été condamné? Ils avaient 25 ans. Moi, madame, jamais. Je regardais, je voyais un travail d'intérêt général, un sursis avec mise à l'épreuve. Je dis, attendez, on ne s'est pas bien compris là. Et je disais, avez-vous déjà été incarcéré? Ah, c'était ça que vous vouliez dire, condamné, j'étais passé devant un tribunal, oui, incarcéré, non. Le meilleur facteur de récidive, c'est la certitude de l'impunité. Ouais. C'est quoi la question? La question, c'est le discernement de l'enfant délinquant, c'est ça qui doit... Le discernement D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit. Alors donc là, le message, c'est de dire avant 13 ans, on ne retire pas de discernement. D'ailleurs, il ne s'agit pas de rendre complètement irresponsable. À l'appréciation du juge, il sera question d'ailleurs de rendre responsable pénalement un enfant. Et aussi, puisque c'est nouveau, tout de suite, puisqu'il y a quand même en France, que ce soit pour les mineurs ou aussi bien pour des jeunes majeurs, des jeunes majeurs, il y a en France toujours un chiffre réel, 80 000 peines non exécutées. Là, en l'occurrence, pour ces mineurs, on est dans un cas où il reste 18 mois sans être pris en charge par une décision de justice ou une décision éducative. Parce que les juges pour enfants n'ont pas assez de moyens pour aller plus vite, je pense. Il s'agit justement, en réalité, il faut casser le thermomètre. Il s'agit là, en réalité, de prendre des mesures rapides d'observation et à l'issue de cette observation par le juge, par la protection judiciaire de la jeunesse, de prendre une mesure éducative. Quand vous dites tout à l'heure, dans les cités, dans nos villes urbaines, ça explose. Mais bien sûr, ça explose, je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas dire quelque chose d'assez fâcheux que fait la police. La police a fait un travail remarquable. Mais quand en 2002, on a supprimé la police de proximité,
Aujourd'hui même, on essaie de la rétablir autrement, par une police de sécurité du quotidien. C'est utile. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien aujourd'hui. La population a complètement coupé le contact avec sa police. La question, le défi de cette police de sécurité du quotidien, c'est de renouer le dialogue. J'entends vos arguments, mais je voudrais revenir on est dans le débat, mais je voudrais revenir à cette question de discernement et de seuil. Aujourd'hui, donc la décision, ça n'est pas encore voté, mais ce que la ministre a choisi, et je pense qu'elle l'a mûri, cette décision, c'est donc le seuil de 13 ans. Vous dites qu'il faudrait 12 ans. 12 ans. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est simplement le message qu'on envoie? C'est d'une part le message qui est envoyé, puis c'est la latitude qui est donnée aussi aux magistrats et à toute l'institution judiciaire pour pouvoir donner des réponses. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison, je ne dis pas qu'il faut condamner systématiquement, mais ce sont des messages de laxisme qui sont envoyés. Et ces messages de laxisme, on en a eu depuis 10 ans, et c'est trop. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il y a des règles. Et on parlait tout à l'heure du système éducatif. Tout est connexe. On voit bien que les jeunes à l'école ne se lèvent plus. Alors, on ne va pas revenir, comme disait Nicolas Sarkozy, il faut se lever quand le professeur entre à l'école. Mais il ne faut peut-être pas non plus lui mettre... Faut peut-être pas lui... Ah, mais moi, je ne suis pas contre. Moi, je le faisais. Mais vous voyez, j'ai 40 ans, donc c'est assez vieux. Faut pas lui mettre non plus un pain dans la figure. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'autorité. On a retiré l'autorité à tout le système éducatif. On a aujourd'hui, ça se répercute sur la sphère sociale et sur la sphère hors école. Et puis, voilà, je pense qu'aujourd'hui, un jeune de 13 ans n'est pas le même, comme vous le disiez, madame, que celui en 45. Il y a la criminalité et la délinquance a évolué. Ça commence à quel âge d'ailleurs? Quand vous dites un caïd qui organise un trafic de drogue dans certaines cités, il les recrute à quel âge? Et de plus en plus féminin. Il y a de plus en plus. C'est quoi? C'est 10 ans, 10, 11 ans? À partir de 11 ans, bien sûr. 9 ans. Qui sont juste des indices. Je me souviens le problème de délinquance des mineurs n'est malheureusement pas, on en parlait tout à l'heure, surveille la police. Le problème de délinquance des mineurs n'est pas un fait nouveau. Dans le début des années 90, ça commençait déjà, et moi je l'ai connu, où on avait des gamins de 7-8 ans qui, entraînés par des plus grands, n'hésitez pas à nous caillasser quand on intervenait dans des cités. Voilà. Et donc, ces gamins de 7 ans, à 10, 11 ans, ils deviennent des guetteurs. Et puis, à 15 ans, ils deviennent quoi? Et puis, quand ils sont majeurs, ça devient des grands délinquants ou des grands criminels. Du crime. Mais on est en train de professionnaliser le crime. Je suis désolé. C'est quand même un terrible constat d'échec pour une société que d'en être encore là. Vous dites ça fait 20 ans que ça dure. C'est bien le problème. Moi, c'est ce que je dis depuis des mois au gouvernement. On le disait déjà avant, au précédent. Une fois de plus, on veut traiter les conséquences et pas les causes. Mais les causes, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un abandon de l'État, de quartiers difficiles, où on a retiré les services publics, où on a retiré les éducateurs, les animateurs sociaux, où on a supprimé les commissariats de quartier. Il y avait des commissariats dans les quartiers, on les a tous supprimés. Ouais. Et puis aujourd'hui, on dit, parce que de toute façon, rien ne se passe pour les délinquants de moins de 13 ans, on va donner une responsabilité avant même d'avoir consulté les professionnels. Avant même de les avoir consultés. Vous n'avez pas été reçu par la ministre. On met la charrue avant les bœufs. On fait une annonce et on dit on va consulter les professionnels après. Alors, j'entendais, pardon. Ils ont demandé, c'est moi qui m'excusez, ils ont demandé au contraire qu'on augmente le nombre de centres d'éducation fermés, qui présentent l'avantage de ne pas être la prison, de ne pas être un lieu carcéral classique, mais d'être un centre d'éducation renforcé. Oui, mais j'entendais sur France Info en venant pour cette émission une représentante syndicat de magistrats qui disait qu'il fallait se mettre en conformité avec les règles internationales. La France avait signé ces textes, on ne pouvait pas attendre. Donc, 12 ans, pourquoi pas faire 12 ans comme j'ai entendu ce message. Effectivement, sur l'argument de Denis Jacob de remettre de la police de proximité, c'est un peu ce que vous disiez. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Que... Ensuite, l'autorité de l'État, l'autorité des institutions, les pompiers, c'est pareil, les pompiers se font caillasser quand ils arrivent en voiture. Les infirmiers, tout ce qui représente, tout ce qui se fait caillasser, tout ce qui représente l'autorité, tout ce qui représente l'État ou la puissance. Et donc, je vais au bout de ma question. Est-ce que finalement, le fait de garder ce seuil de 13 ans, c'est pas un mauvais message? Mais déjà, est-ce qu'on ne serait pas aussi en train de payer un système qui a été trop punitif? Vous savez, je vais vous dire, moi, je suis parent, je suis père de famille. Mes enfants sont très jeunes. Je peux expérimenter sur mes enfants une chose. Plus je suis sévère avec eux, plus ça va être compliqué à les gérer. Plus je vais être dans la bienveillance, dans l'éducation bienveillance, tout en étant dans la fermeté, et plus ça va fonctionner. Je pense que c'est aussi quelque chose, c'est un fonctionnement à voir complètement à l'inverse. Est-ce que c'est pas la culture de l'excuse dont vous parliez tout à l'heure? Non, mais je veux dire, alors peut-être que je suis... J'ai été, pardonnez-moi, j'ai été au parquet des mineurs.
devant le tribunal pour enfants. J'ai vu des juges des enfants qui systématiquement ordonnaient des remises à parents à des multirécidivistes. Et j'ai vu les garçons et les filles, surtout des garçons à l'époque, dans la bienveillance dont vous parlez, qui partaient en faisant un bras d'honneur au tribunal pour enfants. Je peux vous dire que cette bienveillance, ils la vivaient comme une totale impunité. Moi, j'assume d'être l'utopiste de service, mais je peux dire aussi une chose, c'est que pour ces jeunes dont on parle, s'ils vont en prison, s'ils vont même dans les centres éducatifs fermés, quand ils reviennent dans leur cité, ils ont pris du galon dans la délinquance. Vous le savez autant que moi. C'est bien pour ça qu'il y a pour le maire, comme pour le commissaire de police, comme le sous-préfet d'arrondissement, il faut renforcer ce travail collaboratif et établir de nouveau des principes de médiation dans les quartiers, de la présence visible de policiers, de policiers municipaux, de la police nationale. Il ne faut pas rester que dans la sphère, que dans la rue. Ça commence aussi à l'école. Alors c'est un débat connexe, c'est pas le débat du jour, mais il y a un problème d'autorité à l'école qui s'est dégradé. Et quand on ne respecte pas le professeur, finalement, on ne respecte plus personne. Je voudrais qu'on élargisse, puisque c'est ce dont on parle, hein, la question de la prison. Vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que la prison, c'est pas aussi l'école du crime? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a par exemple des prisons, des établissements spécialisés pour les mineurs? On a cherché cette information. Il y en aurait 6. On va vous donner la liste. Près de Lyon, près de Valenciennes, dans la région de Nantes, près de Toulouse, Mantes-la-Jolie et aussi un centre à Marseille. Ils ont tous ouvert à peu près à la même époque, les années 2007-2008. Ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin de plus Les juges des enfants réclament des centres d'éducation renforcée et puis des places dans les prisons parce qu'ils ont quelquefois des mineurs qui font qu'ils ne voient pas d'autres solutions. Donc là, on parle de prison, on est bien d'accord. Hein, alors là, d'établissement carcéral. Mais le rapport, oui. Mais à l'origine, en tout cas, je reviens en arrière, le rapport du citoyen à l'institution s'est complètement modifié en France depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est assez terrifiant. Il y a 30 ou 40 ans ou plus, vous ne voyez pas des gens agresser des médecins dans des hôpitaux parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Vous ne voyez pas des gens caillasser des policiers. Vous ne voyez pas. Mais alors, est-ce que ces prisons, elles sont adaptées? Ce ne sont pas des peines systématiques, ce sont des centres ce sont de petites structures et ils ne sont pas en contact avec d'autres délinquants plus âgés où ils pourraient se faire embarquer même par des valeurs idéologiques et sociologiques différentes. Je crois qu'il ne faut pas non plus donner l'image d'un corps de la magistrature très répressif. Ce ne sont pas des prisons où ils sont à 4 par cellule. Ce sont des structures carcérales, mais on n'est pas non plus des... Bien compris. Ces structures-là, elles peuvent permettre d'éviter l'écueil dont vous parliez, c'est-à-dire la prison école du crime ou la prison dont le gamin revient un peu comme le caïd de la cité? Oui, c'est un système alternatif, bien évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. Nous, on y est favorable. Mais une fois de plus, je dirais, c'est l'aboutissement d'une situation. Et il y a un sujet fondamental qu'on n'aborde pas, c'est l'autorité et la responsabilité parentale. Oui, mais parce que ça, vous l'avez déjà dit. Mais est-ce que l'incarcération, c'est forcément la solution? Vous voyez, pour un mineur délinquant. Mais quand vous avez un multirécidiviste, même s'il était mineur, il y a un moment donné, quand il y a une défaillance de l'autorité parentale, quand plus rien n'a fonctionné, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne en charge ce mineur pour essayer de le, entre guillemets, rééduquer, réinsérer. Mais vous savez... Le caïda, si vous m'autorisez, vous disiez, c'est vrai, s'il a été incarcéré, il va revenir avec une aura de caïd. Mais s'il ne l'a pas été aussi. Moi, j'ai connu des cas de chefs de bande que les services de police judiciaire avaient eu le plus grand mal à interpeller, qui malheureusement étaient sortis après la garde à vue sur décision d'un juge des enfants ou d'un juge d'instruction majeur-mineur, et qui étaient revenus chargés de gloire et qui avaient repris leur trafic le lendemain. Moi, vous savez, c'est vrai, ça. Je reste aussi dans l'esprit de la loi pénitentiaire qui existe depuis 2009 en France, dont l'esprit de cette loi, c'est vraiment la prison doit rester l'ultime recours. Ça s'applique aux mineurs, ça s'applique aussi aux majeurs. Tout à fait. Je crois cependant que, effectivement, vous le citez, la rééducation, l'éducation. Et après, on peut même aussi parler de la réhabilitation, puisque quand ils sont pris en compte, ils sont réinsérés. Mais je crois davantage, moi, vous voyez, à des centres ou même des associations qui prennent en charge ces mineurs et qu'on les éloigne à plusieurs kilomètres du lieu qui les a fait délinquants, pour leur donner réellement une seconde chance. Ces jeunes dont on parle
ont besoin d'une seconde chance. Franchement, je voudrais qu'on reprécise quand même les choses. Il s'agit de mineurs délinquants. Mais personne avec des parcours cassés. Regardez, allez, vous avez été magistrate. Et ils sont souvent eux-mêmes victimes. Il y a souvent, ils ont souvent été Madame l'a dit, victimes. ce sont aussi des victimes. Ils sont instrumentalisés par des réseaux. On ne dit pas que ce sont des êtres abominables qu'il faut mettre en prison. C'est bien pour ça. Mais il faut effectivement les préserver de l'environnement qui les utilise. Et puis, peut-être les préserver de leur environnement peut-être familiaux. On est d'accord. En disant comment? En frappant finalement au porte-monnaie. Parce qu'à un moment donné, si les parents ne veulent pas donner certaines bases d'éducation, si on frappe au porte-monnaie, alors après... Donc, les allocations familiales, par exemple. Par exemple. C'était une demande ancienne de la droite de frapper aux allocations familiales. Là, vous verrez, si on y arrive, si un jour on y arrive et qu'on a le courage de le faire, on aura peut-être des résultats beaucoup plus probants. Si je peux me permettre, excusez-moi, mais il ne faut pas passer. La question, c'est de trouver le juste équilibre. Vous le disiez très justement, il ne faut pas passer d'une extrémité très répressive à une extrémité d'impunité. Et je vais donner un malheureux exemple. Mineur délinquant, vous en avez un aujourd'hui qui est majeur et qui est recherché depuis 3 jours à Lorient. Voilà, ça c'est un fait. C'est du factuel. Il a été poursuivi à plusieurs reprises quand il était mineur, notamment pour des problèmes de stupéfiants. Aujourd'hui, il a 20 ans et puis il a tué un gamin et il est dans la nature depuis 3 jours. Voilà. Donc à un moment donné, on a la responsabilité, tous, l'État, les forces de sécurité, la justice, de faire en sorte que, certes, on n'a pas à faire qu'à des monstres, mais il ne faut pas non plus, parce qu'on est un enfant, dire, parce qu'on est un enfant, il doit y avoir une excuse d'irresponsabilité. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Et puis, si vous voulez, je voudrais rebondir. Vous avez raison. L'éloignement, ça peut tout à fait suffire. Tu n'iras plus dans la cité ou tu n'iras plus dans ta famille si la famille est toxique. Et malheureusement, vous savez que ça arrive. Le problème, c'est qu'il faut un suivi. Parce que le gamin, il veut y retourner, lui. On lui a dit... On va t'éloigner, tu vas aller là-bas, dans telle famille d'accueil, dans telle structure, à plusieurs centaines de kilomètres. Mais lui, il veut revenir. Mais la justice pour enfants, elle n'a pas les moyens de ce suivi aujourd'hui. Alors, il faudrait qu'il soit suivi et que celui qui le suit, l'éducateur, puisse tout de suite signaler au juge, attention, il est revenu, et que le gamin ou le jeune majeur qui n'est plus un gamin au sens où on l'entendait en 1945, que l'intéressé, disons, sache que s'il quitte le lieu d'éloignement, la famille d'accueil, la structure, peu importe, là, il risque d'aller en prison. Or, c'est pas ce qui se passe. Stéphane Jacot, vous l'avez dit vous-même, je crois, 18 mois d'attente pour une décision. Là, on est dans le constat du manque de moyens de la justice pour les enfants. Mais en prenant le problème à la racine, vous parliez tout à l'heure, effectivement, d'enfants qui n'ont pas, en réalité, de structure. C'est-à-dire que... Oui, mais est-ce que c'est pas... Pardon, je reprends ma question. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire prioritairement? Mais justement, donner des moyens aux juges pour enfants. En prenant le problème à la racine, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un accompagnement de ces parents qui se retrouvent parents sans être prêts. Vous voyez, je pense réellement qu'il y a aussi, dans certaines collectivités, ça fonctionne, et il faut inciter, d'ailleurs, on est à l'approche des municipales, des mairies à proposer justement des stages d'accompagnement de parents qui ne sont pas prêts à l'être. Et ça, effectivement, ça existe dans certaines villes. Voilà, ça existe dans certaines villes, et il faut souligner ces initiatives. Et pourquoi pas étendre ces initiatives, parce que ça manque aujourd'hui en France, de ces familles qui se retrouvent du jour au lendemain parents, parce que une dame a été violée, qu'elle se retrouve du jour au lendemain à assumer un enfant, et cet enfant n'a pas de cadre avec un père. Et vous voyez, c'est ces situations-là dont on parle aujourd'hui, et qui est le terreau de la délinquance, vous voyez. C'est ça la réalité. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat passionnant. Ce qu'il faut en retenir, la garde des Sceaux, donc Nicole Belloubet, qui souhaite mettre en place ce seuil d'irresponsabilité pénale à l'âge de 13 ans. Selon les chiffres que donnait la ministre ce matin, 2000 mineurs délinquants sont concernés par cette réforme. On a même précisé ce chiffre, c'est 2098. Aujourd'hui, il existe des réponses pénales. On en a parlé, d'abord des mesures éducatives, ensuite des sanctions éducatives à partir de l'âge de 10 ans, et puis les peines, c'est seulement au-delà de l'âge de 13 ans. C'est déjà ce qui existe aujourd'hui. Et puis, vous l'avez vu, cette carte des établissements spécialisés pour mineurs délinquants, il y en a 6 aujourd'hui en France qui ont tous été ouverts entre 2007 et 2008.